relation de dépendance du moi. L'intrication de notre sujet peut justifier le fait qu'aucun des titres des chapitres ne recouvre tout à fait leur contenu et que nous revenions sans cesse sur ce qui a déjà été traité lorsque nous voulons aborder l'étude de nouvelles relations. Nous avons dit et répété que le moi se transforme pour une bonne part à partir d'identifications qui remplacent des investissements abandonnés par le ça et que les premières de ces identifications se comportent régulièrement comme une instance particulière dans le moi, s'oppose au moi comme surmoi, tandis que le moi, une fois renforcé, peut plus tard se montrer plus résistant face à l'influence de telles identifications. Le surmoi doit sa position particulière dans le moi ou par rapport au moi à un facteur qui doit être apprécié de deux côtés. Premièrement, il est la première identification qui se soit produite tant que le moi était encore faible, et deuxièmement, il est l'héritier du complexe d'Oedipe et a donc introduit dans le moi les objets de la plus haute importance. Par rapport aux modifications ultérieures du moi, sa relation est dans une certaine mesure semblable à celle qui existe entre la phase sexuelle primaire de l'enfance et la vie sexuelle ultérieure après la puberté. Bien qu'il soit accessible à toutes les influences ultérieures, il conserve pourtant tout au long de la vie le caractère que lui a conféré son origine dans le complexe paternel, c'est-à-dire la capacité de s'opposer au moi et de le maîtriser. Il est le mémorial de la faiblesse et de la dépendance qui était jadis celle du moi, et il perpétue sa domination même sur le moi maturé. De même que l'enfant subissait la contrainte d'obéir à ses parents, de même le moi se soumet à l'impératif catégorique de son surmoi. Mais l'origine qu'il tire des premiers investissements d'objets du ça, donc du complexe d'Oedipe, a encore plus de signification pour le surmoi. Cette origine, comme nous l'avons déjà exposé, le met en relation avec les acquisitions phylogénétiques du ça et en fait la réincarnation de formations antérieures du moi qui ont laissé leurs sédiments dans le ça. Ainsi, le surmoi reste en permanence proche du ça et peut assurer la fonction de le représenter face au moi. Il plonge profondément dans le ça et est pour cette raison plus éloigné de la conscience que le moi. On peut dire que le moi psychanalytique ou métapsychologique, lui aussi a la tête en bas comme l'homoncule cérébral des anatomistes. Ces relations, nous les mettrons le mieux en évidence en nous adressant à certains faits cliniques qui depuis longtemps ne sont plus une nouveauté, mais qui attendent encore une élaboration théorique. Il y a des personnes qui, dans le travail analytique, se comportent très étrangement. Lorsqu'on leur donne espoir et qu'on leur montre qu'on est satisfait de la situation du traitement, elles semblent insatisfaites et aggravent régulièrement leur état. Au début, on voit là de l'esprit de contradiction, un effort pour prouver aux médecins leur supériorité. Plus tard, on parvient à une conception plus profonde et plus juste. La conviction s'impose non seulement que ces personnes ne supportent ni d'être louées ni d'être reconnues, mais qu'elles réagissent au progrès de la cure de façon inversée. Toute résolution partielle qui devrait avoir pour conséquence qu'il a réellement chez d'autres une amélioration ou une rémission temporaire des symptômes provoque chez elles un renforcement momentané de leur souffrance. Leur état s'aggrave au cours du traitement au lieu de s'améliorer. Elles témoignent de ce qu'on nomme la réaction thérapeutique négative. Sans aucun doute, il y a chez elles quelque chose qui s'oppose à la guérison. Elles appréhendent l'approche de celle-ci comme un danger. Ce qui l'emporte, dit-on, chez ces personnes, ce n'est pas la volonté de guérir, mais le besoin d'être malade. Si l'on analyse cette résistance de la façon habituelle, si l'on en défalque l'attitude d'opposition à l'égard du médecin et la fixation aux différentes formes du bénéfice de la maladie, il reste encore l'essentiel qui se révèle être l'obstacle le plus fort au rétablissement, plus fort que ceux que nous connaissons déjà. L'inaccessibilité narcissique, l'attitude négative à l'égard du médecin et le bénéfice de la maladie auquel on s'accroche. On en arrive finalement à l'idée qu'il s'agit d'un facteur, pour ainsi dire, moral, d'un sentiment de culpabilité qui trouve la satisfaction dans l'état de maladie et ne veut pas renoncer à la punition par la souffrance. On peut définitivement s'arrêter à cette peu réconfortante explication. Mais ce sentiment de culpabilité est muet pour le malade. Il ne lui dit pas qu'il est coupable. Le patient ne se sent pas coupable, mais malade. Ce sentiment de culpabilité se manifeste seulement sous la forme d'une résistance à la guérison difficilement réductible. Il est aussi particulièrement difficile de persuader le malade, que ce soit là son motif de persévérer dans la maladie,
et il s'en tiendra à l'explication plus facile, que la cure analytique n'est pas le bon moyen de lui venir en aide. Contre l'obstacle du sentiment inconscient de culpabilité, l'analyste livre un combat qui n'est pas facile. Directement, on ne peut rien contre lui, et indirectement, rien d'autre que dévoiler lentement ses fondements inconscients refoulés, de sorte qu'il se transforme peu à peu en sentiment de culpabilité conscient. On a une chance particulière d'agir sur lui quand ce sentiment ICS de culpabilité est un sentiment emprunté, c'est-à-dire quand il est le résultat d'une identification à une autre personne qui fut jadis l'objet d'un investissement érotique. Une telle prise en charge du sentiment de culpabilité est souvent le seul reste difficile à reconnaître de la relation amoureuse abandonnée. On ne peut pas méconnaître la ressemblance de ce processus avec celui de la mélancolie. Ce que nous venons de décrire correspond aux éventualités les plus extrêmes, mais pourrait bien aussi intervenir pour une moindre mesure dans un très grand nombre de cas, et peut-être dans toutes les névroses assez graves. Bien plus, c'est peut-être justement ce facteur, le comportement de l'idéal du moi, qui détermine de façon décisive la gravité d'une affection névrotique. C'est pourquoi nous ne manquerons pas de faire quelques remarques complémentaires sur la façon dont se manifeste en différentes circonstances le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité normal, conscient, conscience morale, ne présente aucune difficulté d'interprétation. Il repose sur la tension entre le moi et l'idéal du moi, et il est l'expression d'une condamnation du moi par son instance critique. Les sentiments d'infériorité, bien connus chez les névrosés, n'en sont sans doute pas très éloignés. Dans deux affections qui nous sont familières, le sentiment de culpabilité est intensément conscient. L'idéal du moi se montre alors d'une particulière sévérité. Il fait rage contre le moi, souvent de façon cruelle. À côté de cet aspect concordant, il existe dans les deux affections, névrose obsessionnelle et mélancolie, des différences de comportement de l'idéal du moi qui ne sont pas moins importantes. Dans la névrose obsessionnelle, dans certaines formes, le sentiment de culpabilité s'exprime bruyamment, mais sans pouvoir se justifier devant le moi. Le moi du malade se révolte donc contre l'allégation qu'il est coupable, et il réclame du médecin qu'il vienne renforcer son propre refus de ses sentiments de culpabilité. Il serait déraisonnable de lui céder, car cela resterait sans effet. L'analyse montre alors que le surmoi est influencé par des processus qui sont restés inconnus au moi. On peut retrouver réellement les impulsions refoulées qui fondent le sentiment de culpabilité. Ici, le surmoi en a su plus long que le moi sur le ça inconscient. Dans la mélancolie, l'impression que le surmoi s'est annexé, la conscience est encore plus forte. Mais ici, le moi n'élève aucune protestation. Il se reconnaît coupable et se soumet au châtiment. Nous comprenons à quoi tient cette différence. Dans la névrose obsessionnelle, il s'agissait de motions inconvenantes qui sont restées en dehors du moi, mais dans la mélancolie, l'objet qui s'attire la colère du surmoi est englobé par identification dans le moi. Si dans ces deux affections névrotiques, le sentiment de culpabilité atteint une intensité si extraordinaire, la raison n'en va certainement pas de soi. Et pourtant, le principal problème que pose la situation se trouve ailleurs. Nous en différerons la discussion jusqu'à ce que nous ayons traité des autres cas où le sentiment de culpabilité reste inconscient. C'est bien essentiellement dans l'hystérie et les états de type hystérique que cela se produit. Par quel mécanisme ce sentiment reste-t-il inconscient ? C'est facile à deviner ici. Le moi hystérique se défend contre la perception pénible qui le menace, en provenance de la critique de son surmoi, de la même manière qu'il a coutume de se défendre contre un investissement d'objets insupportable par un acte de refoulement. Si le sentiment de culpabilité reste inconscient, cela dépend donc du moi. Nous savons que d'habitude, le moi entreprend les refoulements au service et pour le compte de son surmoi. Mais voici un cas où il se sert de la même arme contre son maître sévère. Dans la névrose obsessionnelle prédominent, on le sait, les phénomènes de formation réactionnelle. Ici, le moi réussit seulement à tenir à distance le matériel auquel se rapporte le sentiment de culpabilité. On peut aller plus loin et avancer l'hypothèse qu'une grande partie du sentiment de culpabilité doit être normalement inconsciente, puisque la formation de la conscience morale est intimement liée au complexe d'Oedipe, qui appartient à l'inconscient. Si l'on voulait soutenir ce paradoxe, que l'homme moral n'est pas seulement beaucoup plus immoral qu'il ne le croit, mais aussi beaucoup plus moral qu'il ne le sait, la psychanalyse, dont les données fondent la première partie de cette affirmation, n'aurait rien non plus à objecter à la seconde partie.
Cette proposition n'est qu'apparemment un paradoxe. Elle signifie que la nature de l'homme déborde largement dans le bien comme dans le mal, ce qu'il croit sur lui-même, c'est-à-dire ce qui est connu de son moi par la perception de la conscience. Nous avons eu la surprise de découvrir qu'une augmentation de ce sentiment, ICS de culpabilité, peut faire d'un homme un criminel, mais c'est indubitable. On peut montrer qu'il y a chez de nombreux criminels, en particulier des jeunes, un puissant sentiment de culpabilité qui existait avant l'acte et qui n'en est donc pas la conséquence, mais le motif. Comme si l'on ressentait comme un soulagement de pouvoir rattacher ce sentiment inconscient de culpabilité à quelque chose de réel et d'actuel. Dans toutes ces circonstances, le surmoi fait la preuve de son indépendance à l'égard du moi conscient et de ses relations intimes avec le ça inconscient. Étant donné l'importance que nous avons attribuée au reste de mots préconscients dans le moi, la question se pose maintenant, le surmoi, s'il est ICS, n'est-il pas constitué par de telles représentations de mots, ou sinon par quoi d'autre? Nous répondrons avec prudence que le surmoi lui aussi ne peut dénier ses origines dans l'entendu. Il est en effet une partie du moi, il reste accessible à la conscience à partir de ces représentations de mots, concepts, abstractions. Mais l'apport d'énergie, d'investissement à ces contenus du surmoi ne provient pas de la perception auditive, enseignement, lecture, mais des sources qui sont dans le ça. Voici maintenant la question pour laquelle nous avions différé notre réponse. Comment se fait-il que le surmoi se manifeste essentiellement comme sentiment de culpabilité, ou plutôt comme critique? Le sentiment de culpabilité est la perception qui correspond dans le moi à cette critique, et avec cela fasse preuve envers le moi d'une dureté et d'une sévérité si extraordinaires. Si nous nous tournons d'abord vers la mélancolie, nous découvrons que le surmoi excessivement fort, qui s'est annexé, la conscience fait rage contre le moi, avec une violence impitoyable, comme s'il était emparé de tout le sadisme disponible dans l'individu. Suivant notre conception du sadisme, nous dirions que la composante destructrice s'est retranchée dans le surmoi et s'est tournée contre le moi. Ce qui maintenant règne dans le surmoi, c'est pour ainsi dire une pure culture de la pulsion de mort. Et en fait, il réussit assez souvent à mener le moi à la mort, si ce dernier ne se défend pas à temps de son tyran, environ dans la manie. Les reproches de conscience sont aussi douloureux et torturants dans certaines formes de névrose obsessionnelle, mais ici la situation est moins claire. Il est remarquable que l'obsessionnel, au contraire du mélancolique, ne franchit en fait jamais le pas de l'autodestruction. C'est comme s'il était immunisé contre le danger de suicide. Il en est beaucoup mieux protégé que l'hystérique. Nous comprenons que ce qui garantit la sécurité du moi, c'est le fait que l'objet a été maintenu. Dans la névrose obsessionnelle, il est devenu possible, par une régression à l'organisation prégénitale, que les impulsions amoureuses se transposent en impulsions d'agression contre l'objet. Ici encore, la pulsion de destruction a été libérée et cherche à détruire l'objet, ou au moins donne l'impression d'avoir cette intention. Le moi n'a pas pris en lui ces tendances, et il lutte contre elles par des formations réactionnelles et des mesures préventives. Elles demeurent dans le ça. Le surmoi cependant se conduit comme si le moi en était responsable, et il nous montre en même temps par le sérieux avec lequel il persécute ses intentions destructrices qu'il ne s'agit pas d'une simple apparence provoquée par la régression, mais d'un réel remplacement de l'amour par la haine. Impuissant des deux côtés, le moi se défend vainement aussi bien contre les instigations du ça meurtrier que contre les reproches de la conscience morale punitive. Il réussit à inhiber au moins les actions les plus brutales des deux côtés. Le premier résultat est une interminable auto-torture et dans un temps ultérieur une torture systématique de l'objet, dans la mesure où il peut être atteint. Les dangereuses pulsions de mort sont traitées dans l'individu de différentes manières. Elles sont en partie rendues inoffensives par union avec des composantes érotiques, en partie déviées vers l'extérieur sous forme d'agression. Mais pour leur grande partie, elles poursuivent indubitablement leur travail interne sans entrave. Comment se fait-il alors que dans la mélancolie, le surmoi puisse devenir une sorte de lieu de rassemblement des pulsions de mort? Du point de vue de la restriction pulsionnelle, de la moralité, on peut dire, le ça est totalement amoral. Le moi s'efforce d'être moral, le surmoi peut devenir hyper moral, et alors aussi cruel que seul le ça peut l'être. Il est remarquable de plus, un homme restreint son agressivité envers l'extérieur, plus il devient sévère, donc agressif, dans son idéal du moi. La manière ordinaire de regarder les choses perçoit cela dans le sens contraire. Elle voit dans l'exigence de l'idéal du moi le motif pour la répression de l'agressivité.
Toutefois, les faits restent bien tels que nous l'avons dit. Plus un homme maîtrise son agressivité, plus intense devient la tendance agressive de son idéal contre son moi. C'est comme un déplacement, un retournement sur le propre moi. Déjà, la morale commune normale a un caractère durement restreignant, cruellement interdicteur. C'est bien là que s'enracine la conception de l'être supérieur qui punit inexorablement. Je ne puis maintenant élucider plus avant ces questions sans introduire une nouvelle hypothèse. Le surmoi, nous le savons, est bien né par une identification avec le modèle paternel. Toute identification de ce genre a le caractère d'une désexualisation ou même d'une sublimation. Or, il semble que dans une telle transposition, il se produise aussi une désunion pulsionnelle. La composante érotique n'a plus, après la sublimation, la force de lier la totalité de la destruction qui s'y adjoignait, et celle-ci devient libre, comme tendance à l'agression et à la destruction. C'est de cette désunion que l'idéal en général tirerait son trait de dureté et de cruauté, celui du devoir impératif. Arrêtons-nous encore un peu à la névrose obsessionnelle. La désunion de l'amour avec l'agressivité ne s'est pas produite par une action du moi, mais elle est la conséquence d'une régression qui s'est accomplie dans le ça. Mais ce processus s'est étendu du ça sur le surmoi qui aiguise maintenant sa sévérité contre le moi innocent. Mais dans les deux cas, le moi qui a maîtrisé la libido par identification en subirait la punition de la part du surmoi par l'agressivité qui était mêlée à la libido. Les représentations que nous avons du moi commencent à s'éclaircir et ces différentes relations gagnent en netteté. Nous voyons maintenant le moi avec sa force et ses faiblesses. Il est chargé de fonctions importantes. En vertu de sa relation au système perception, il établit l'ordonnancement temporel des processus psychiques et il soumet ceux-ci à l'épreuve de réalité. En intercalant les processus de pensée, il parvient à différer les décharges motrices et il domine les accès à la motilité. Cette dernière domination est pourtant plus formelle que factuelle. Le moi, dans la relation à l'action, ayant pour ainsi dire la position d'un monarque constitutionnel sans la sanction duquel rien ne peut devenir loi, mais qui regarde beaucoup plus avant d'opposer son veto à une proposition du Parlement. Le moi s'enrichit de l'extérieur par toutes les expériences de la vie, mais le ça est son autre monde extérieur qu'il s'efforce de se soumettre. Il retire au ça de la libido, transforme les investissements d'objets du ça en configuration du moi. Avec l'aide du surmoi, il puise d'une façon qui nous est encore obscure dans les expériences préhistoriques accumulées dans le ça. Il est deux voies par lesquelles le contenu du ça peut pénétrer dans le moi. L'une est la voie directe, l'autre passe par l'idéal du moi. Ils prennent l'une ou l'autre voie peut être d'une importance décisive pour bien des activités psychiques. Le moi évolue de la perception des pulsions à la maîtrise des pulsions, de l'obéissance aux pulsions à l'inhibition des pulsions. Dans cette action, l'idéal du moi, qui est d'ailleurs en partie une formation réactionnelle contre les processus pulsionnels du ça, intervient pour une forte part. La psychanalyse est un outil qui doit donner au moi la possibilité de conquérir progressivement le ça. D'un autre côté, pourtant, nous voyons ce même moi comme une pauvre créature devant servir 3 maîtres et subissant par conséquent la menace de 3 dangers de la part du monde extérieur, de la libido du ça et de la sévérité du surmoi. À ces 3 dangers correspondent 3 sortes d'angoisse, car l'angoisse est l'expression d'une retraite devant le danger. Comme être de frontière, le moi veut faire la médiation entre le monde et le ça. Rendre le ça docile au monde et rendre le monde, par le moyen de ses actions musculaires, conforme au désir du ça. Il se comporte véritablement comme le médecin dans une cure analytique, en se recommandant lui-même, avec la considération qu'il porte au monde réel, au ça comme objet de libido, et en essayant de dériver sur lui sa libido. Il n'est pas seulement l'assistant du ça, mais aussi son valet obséquieux, qui quémande l'amour de son maître. Il tente, si possible, de rester en bonne entente avec le ça. Il recouvre les ordres ICS de celui-ci avec ses rationalisations PCS. Il fait miroiter l'illusion que le ça obéit aux avertissements de la réalité. Mais lorsque le ça est resté rigide et inflexible, il masque les conflits du ça avec la réalité et si possible aussi ceux avec le surmoi. Dans sa position intermédiaire entre ça et réalité, il n'est que trop souvent soumis à la tentation de devenir complaisant, opportuniste et menteur, un peu comme un homme d'État dont les vues sont justes mais qui veut gagner les faveurs de l'opinion publique. Entre les deux espèces de pulsions, sa position n'est pas impartiale.
Par son travail d'identification et de sublimation, il prête assistance aux pulsions de mort dans le ça pour la maîtrise de la libido, mais il court ainsi le risque de devenir objet des pulsions de mort et de périr lui-même. Au fin de cette action d'assistance, il a dû lui-même se remplir de libido. Il devient ainsi représentant de l'éros et dès lors veut vivre et être aimé. Mais comme son travail de sublimation a pour conséquence une désunion pulsionnelle et une libération des pulsions d'agression dans le surmoi, il s'expose par son combat contre la libido au danger des sévices et de la mort. Quand le moi souffre ou même succombe sous l'agression du surmoi, son destin fait pendant à celui des protistes qui périssent du fait des produits de décomposition qu'ils ont eux-mêmes créés. Un semblable produit de décomposition au sens économique tel nous paraît être la morale qui opère dans le surmoi. Parmi les relations de dépendance du moi, celle qui le lie au surmoi est sans doute la plus intéressante. Le moi est bien le véritable lieu de l'angoisse. Menacé par les trois sortes de dangers, le moi développe le réflexe de fuite en retirant son propre investissement de la perception menaçante, du processus du ça estimé, tel et en le dépensant sous forme d'angoisse. Cette réaction primitive est plus tard reliée par la mise sur pied d'investissements de projection, mécanisme des phobies. Ce que le moi redoute, du danger extérieur et du danger libidinal, dans le ça, on ne saurait le préciser. Nous savons que c'est le débordement ou l'anéantissement, mais on ne peut le concevoir analytiquement. Le moi suit simplement l'avertissement du principe de plaisir. En revanche, on peut dire ce qui se cache derrière l'angoisse du moi face au surmoi, l'angoisse de conscience. Venant de l'être supérieur qui est devenu idéal du moi, provint autrefois la menace de castration. Et cette angoisse de castration est vraisemblablement le noyau autour duquel se dépose ce qui sera l'angoisse de conscience. C'est elle qui se continue sous forme d'angoisse de conscience. La proposition résonante, toute angoisse est en réalité angoisse de mort, cette proposition comporte à peine un sens et ne peut en tout cas se justifier. Bien plutôt, il me paraît tout à fait correct de distinguer l'angoisse de mort de l'angoisse d'objet, angoisse réelle, et de l'angoisse libidinale névrotique. Elle propose à la psychanalyse un problème difficile car la mort est un concept abstrait au contenu négatif pour lequel on ne saurait trouver une correspondance inconsciente. Le mécanisme de l'angoisse de mort pourrait seulement être que le moi dépouille dans une très large mesure son investissement libidinal, narcissique, donc s'abandonne lui-même comme il le fait dans tel autre cas d'angoisse pour un autre objet. Mon opinion, c'est que l'angoisse de mort se joue entre moi et surmoi. Nous connaissons la survenue de l'angoisse de mort dans deux conditions, d'ailleurs sont tout à fait analogues au développement d'angoisse connu par ailleurs comme réaction à un danger extérieur et comme processus interne, par exemple dans la mélancolie. Une fois encore, le cas névrotique peut nous aider à comprendre le cas réel. L'angoisse de mort de la mélancolie n'a n'est que cette seule explication. Le moi s'abandonne parce qu'il se sent haï et persécuté par le surmoi au lieu d'être aimé. Vivre est donc pour le moi synonyme d'être aimé. Être aimé par le surmoi. Puis, ici encore, entre en scène comme représentant du ça. Le surmoi représente la même fonction de protection et de salut que jadis le Père et plus tard la Providence ou le destin. Mais le moi ne peut que tirer la même conséquence lorsqu'il se trouve dans un danger réel d'une excessive grandeur et qu'il ne croit pas pouvoir surmonter par ses propres forces. Il se voit abandonné de toutes les puissances protectrices et se laisse mourir. C'est d'ailleurs encore la même situation qui se trouvait au fondement du premier grand état d'angoisse, celui de la naissance, et de l'angoisse nostalgie infantile, celle de la séparation d'avec la mère protectrice. Sur la base de ces considérations, l'angoisse de mort comme l'angoisse de conscience peut être conçue comme élaboration de l'angoisse de castration. Étant donné la grande importance du sentiment de culpabilité pour les névroses, on ne saurait non plus écarter l'idée que l'angoisse névrotique commune connaisse, dans les cas graves, un renforcement par le développement d'angoisse entre moi et surmoi, angoisse de castration, de conscience, de mort. Le ça auquel nous revenons à la fin n'a pas de moyen de témoigner au moi de l'amour ou de la haine. Il ne peut pas dire ce qu'il veut. Il n'a pas constitué une volonté unitaire. Eros et pulsions de mort combattant en lui. Nous avons vu par quels moyens ces pulsions-ci résistent à celles-là. Nous pourrions présenter les choses comme si le ça se trouvait sous la domination des muettes mais puissantes pulsions de mort
qui veulent le repos et veulent amener au repos ce trouble pédéros en suivant les signaux du principe de plaisir, mais nous craindrions de sous-estimer ainsi le rôle de l'éros.